1418. C'est le nombre de jours qu'a duré la guerre entre la Russie et l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme l'appellent les Russes, la Grande Guerre patriotique. Eh bien, la guerre en Ukraine a dépassé cette durée depuis le 11 janvier de cette année, 2026. L'actuelle guerre en Ukraine aura donc duré plus longtemps que l'affrontement des Russes et des Allemands pendant le second conflit mondial entre 1941 et 1945. Aussi, l'Ukraine connaît actuellement une situation très difficile en matière d'énergie. C'est ainsi que la compagnie énergétique DTEK a commenté les coupures de courant dans les régions de Kiev, Tcherniv, Dnipropetrovsk et Zaporizhia, où de nombreux logements n'ont plus de chauffage en plein hiver. Et en Russie, et également dans la région de Belgorod, où ce sont plus de 500 000 personnes qui sont actuellement sans électricité. Les deux armées visant les infrastructures énergétiques de leurs adversaires. En janvier 2026, l'Ukraine a annoncé la première utilisation au combat du Geran 5, un nouveau drone de frappe russe représentant une avancée technologique majeure par rapport au modèle précédent. En effet, ce n'est plus une simple amélioration, comme les autres Geran, mais un système de combat entièrement nouveau qui est conçu pour contourner les défenses aériennes et la guerre électronique les plus avancées. Alors ce Geran, au niveau des caractéristiques, il mesure plus de 6,50 m de long, plus de 3 mètres d'envergure. Il pèse 850 kg au décollage, propulsé par un turboréacteur qui lui permet une vitesse de croisière entre 450 et 600 km/h avec un plafond opérationnel de 6000 mètres. Sa portée atteint 950 km et il peut transporter une ogive de 90 kg, ciblant des infrastructures stratégiques comme les nœuds électriques et les postes de commandement. Le système de navigation dans le Geran 5 combine plusieurs technologies pour notamment résister au brouillage électronique. Il a également un récepteur satellite anti-spoofing, une correction via des réseaux mobiles, donc la 4G par exemple. Et selon les sources ukrainiennes, bien que celles-ci soient contestées, et essentiellement sur ce point, il pourrait exploiter les terminaux Starlink au conditionnel. Cette redondance garantit la précision même sous intense guerre électronique. Le Geran 5 serait également équipé de processeurs lui permettant de prendre des décisions autonomes comme identifier et détruire des cibles sans intervention humaine. Il peut recevoir des missions générales, par exemple détruire une infrastructure énergétique dans cette zone, plutôt que des coordonnées fixes. Il va donc utiliser ses caméras et ses réseaux neuronaux embarqués pour localiser et frapper la cible appropriée. Attention, contrairement au premier modèle de Geran, qui clonait en fait des drones iraniens, ce Geran 5 est fabriqué presque entièrement avec des composants russes, démontrant l'indépendance technologique de la Russie malgré les sanctions. Enfin, et en conclusion, ce Geran 5 symbolise une nouvelle ère dans la guerre moderne où la supériorité informationnelle et l'autonomie technologique priment. C'est une arme de frappe chirurgicale destinée aux missions les plus difficiles nécessitant une pénétration garantie des défenses ennemies. Sans transition, direction sur la ligne de front, en commençant avec la région de Soumy, où aucune information ni géolocalisation n'a été constatée ces derniers jours. Sur le secteur de Kharkov et plus précisément au sud de la ville de Vovchansk, une position russe a été bombardée ici le 10 janvier, ce qui a permis d'étendre la zone grise des faveurs de la zone précédemment sous contrôle de l'armée ukrainienne. Et pour rappel, à mon niveau, la ville de Vovchansk n'est toujours pas à 100% sous contrôle russe car il reste ici un quartier qui est en partie disputé et sous contrôle ukrainien. On se déplace sur le front de Louhansk, nous allons aller directement sur la ville de Kupiansk où dans le centre-ville des géolocalisations ont été réalisées dans la journée d'hier et plus précisément dans le centre-ville où plusieurs positions russes y ont été bombardées et une vidéo a également été publiée dans laquelle on peut voir des fantassins ukrainiens se déplacer ici donc dans ce secteur qui est toujours dans la zone grise, ce qui atteste donc de la présence aussi bien de soldats ukrainiens comme russes dans le centre-ville de Kupiansk. La ville est toujours disputée. Sur la partie nord ici, je n'ai pas eu de géolocalisation ces derniers jours. Mais à noter que dans la zone industrielle à l'est de la ville, ici une position ukrainienne a également été bombardée hier dans la journée. Donc je dézoome pour bien vous montrer la situation sur Kupiansk, où les combats continuent et où la présence des fantassins des deux armées a été constatée ces dernières 24 heures. Sur le sud de la ville, ici, un T-64 de l'armée ukrainienne a été détruit par un FPV le 1er janvier. Et nous allons maintenant nous diriger au sud-est de la ville de Kupiansk, où les Russes continuent leur infiltration depuis le village de Kurilivka.
Et cette fois-ci, c'est un drapeau russe qui a été hissé le 11 janvier à l'est de la commune de Kupiansk-Vuziovie, donc qui est cette ville ici. Et les fantassins russes ici ont atteint les abords est de cette ville. Donc, je dézoome pour bien vous montrer. Nous avons donc la ville de Kupiansk qui est ici et des infiltrations russes qui se produisent actuellement au sud-est de la ville. Rappelez-vous, dans la dernière vidéo, les Russes avaient atteint l'est du village de Podoli. Les forces aérospatiales russes restent actives dans cette partie du front avec ici des bombardements qui ont eu lieu sur la commune de Kivcharivka le 11 janvier. Donc voilà pour cette partie nord du front de Louhansk. On se déplace vers le sud, dans le village de Ritkodoub, et plus précisément à l'ouest, on note une avancée de l'infanterie russe qui a été bombardée le 11 janvier dans l'ouest du village. Et au sud-est de Novier, c'est un T-62 de l'armée russe qui a été détruit le 9 janvier par un drone kamikaze ukrainien. Je dézoome, on se déplace vers le secteur de Liman, où les Russes continuent d'augmenter la pression au nord-ouest de la ville. Comme vous pouvez ici le constater, ils ont sécurisé les abords nord du village de Yarova et ils ont même atteint le village de Oleksandrivka, puisqu'une vidéo a été publiée le 9 janvier dans laquelle on peut voir plusieurs fantassins russes se déplacer dans l'est de ce village. Donc ici, extension de la zone grise en défaveur de la zone précédemment sous contrôle des Ukrainiens et sécurisation du terrain ici au profit des Russes au nord de Yarova. Je dézoome pour bien vous montrer la situation donc autour de Liman où les Russes continuent d'avancer au nord de la ville. Sur l'est et le sud de Liman, pas d'informations, se déplace directement sur le front de Siversk, où à l'est de Krivaluka est un T-64 ukrainien dont la carcasse a été filmée le 6 janvier. Sur la ligne de front même, je n'ai pas noté de modification à l'ouest de Siversk. Par contre, une nouvelle extension de la zone grise dans le village de Sviato-Pokrovskie, en défaveur de la zone précédemment sous contrôle de l'armée russe, puisque dans ce même village, position ukrainienne a été attaquée par des drones kamikazes russes le 10 janvier. Extension ici de la zone grise et des combats autour de Sviato-Pokrovskie. Donc je dézoome pour bien vous montrer où on se situe. Nous avons la ville de Siversk qui est ici et les villes de Slaviansk et Kramatorsk sur l'ouest. Et pour terminer sur ce front donc de Siversk, une vidéo a été publiée le 9 janvier dans laquelle on peut voir la carcasse d'un BMP-1 russe dans ce secteur. On se déplace vers le front de Chassifiar. Sur la partie nord, les Russes ont sécurisé les abords est du village de Markovier, qui à mon niveau reste sous contrôle des Ukrainiens. Pas d'autres informations sur Chassifiar. On se déplace maintenant directement sur le front de Kostantinivka, où on va se déplacer donc du nord vers le sud. Alors, au nord de Pedretchinier, ici, l'infanterie russe a été attaquée par des drones kamikazes ukrainiens le 9 janvier, alors qu'elle progressait le long de cet axe. Le sud-est de la ville de Kostantinivka reste dans la zone grise. Dans la dernière vidéo, plusieurs positions russes y avaient été bombardées. Et cette fois-ci, c'est l'infanterie ukrainienne qui a été bombardée dans ce secteur le 10 janvier. Donc ce secteur, à mon niveau, reste dans la zone grise. On se déplace vers le sud, et plus précisément dans le village de Ivanopilia. Sur la partie nord de ce dernier, l'infanterie russe est passée à l'attaque. Ici, des fantassins russes ont été attaqués par des drones kamikazes ukrainiens, et les fantassins étaient positionnés sous ce pont. Et un petit peu plus au sud, ici, les unités Armat, et plus précisément le 78e régiment motorisé Nord Armat a lancé une attaque sur des positions ukrainiennes dans ce secteur et ils ont notamment pris ici une tranchée d'assaut où étaient positionnés donc des fantassins ukrainiens. L'assaut a eu lieu le 8 janvier et sur la partie ouest ici, dans une vidéo donc, qui a été publiée le 9 janvier, on peut observer la carcasse d'un VBL ukrainien et également des combats dans lesquels 3 soldats ukrainiens sont tués, un se rend et un parvient à s'enfuir. Donc avancée de l'infanterie russe dans ce secteur, plus précisément d'une unité Armat. Donc je dézoome pour bien vous montrer, on se situe au sud de Kostantinivka dans le village de Ivanopilia. Si on se déplace encore vers le sud, une position ukrainienne a été attaquée dans le village de Pleshivka par des drones kamikazes russes. Et sur la partie est ici, nous avons deux géolocalisations au nord-est de Oleksandro-Choultinier où 2 MTLB russes ont été ici détruits par des drones kamikazes ukrainiens le 11 janvier. Je dézoome pour bien vous montrer la situation actuelle sur le front de Kostantinivka où l'infanterie russe continue d'attaquer
la ville depuis le sud-est. On se déplace, le village de Klebanbik reste dans la zone grise. Par contre, on note une attaque des Russes depuis le village de Oleksandro Kalinovier en direction du nord. Et dans ces attaques, ils ont notamment ici réussi à sécuriser cette partie du terrain et attaque qui est en cours et qui vise donc le village de Berestok. Nous arrivons maintenant sur le front de Pokrovsk, où un T-72 russe a été détruit sur la commune de Popifiar par un drone kamikaze le 1er janvier. Les Russes ont progressé entre les villages de Chakovier et de Nové Chakovier, où ils ont donc ici sécurisé cette partie du terrain, se déplacent vers le sud, où des géolocalisations ont été réalisées suite à l'attaque du 22 décembre. Donc nous avons 2 nouveaux BTR-80 russes détruits ainsi qu'un char. On se déplace et on arrive sur la ville de Pokrovsk, où de nouvelles vidéos géolocalisées ont été réalisées sur la partie nord et ouest de la ville, ce qui a permis aux Russes ici de sécuriser cette partie du terrain ainsi que celle-ci. Donc sur la partie nord-ouest de la ville, des combats rapprochés ont eu lieu dans ce quartier ici le 12 janvier, combats dans lesquels des échanges de tirs d'armes légères ont été échangés, et ensuite les positions aussi bien russes qu'ukrainiennes ont été attaquées par des drones kamikazes. Donc combat en cours dans ce quartier. Et sur la partie sud, une position russe a été bombardée dans ce secteur le 12 janvier. Et avec ces géolocalisations qui ont permis aux Russes ici de sécuriser cette nouvelle partie du terrain, j'ai passé la ville de Pokrovsk sous contrôle de l'armée russe depuis hier, donc 12 janvier 2026. Sur le secteur de Mirnorad, je n'ai eu aucune géolocalisation de combat ou de position bombardée. À noter ici que les Russes ont publié une vidéo dans laquelle 6 soldats ukrainiens se sont rendus depuis la poche de Mirnorad, mais la vidéo n'a pas été géolocalisée. Donc voilà pour cette partie du front de Pokrovsk. On arrive maintenant sur le front de Dnipro, où on note une avancée des Russes au nord de Oudachnie. Une de leurs positions ici a été bombardée le 10 janvier. Ensuite, sur le village de Novopavlivka, une géolocalisation a été réalisée avec un BMP-3 russe détruit le 20 décembre par un drone kamikaze. Dans le village de Ivanivka, une position ukrainienne y a été bombardée ici le 10 janvier. À mon niveau, ce village reste dans la zone grise. Et ensuite, sur le reste du front de Dnipro, pas d'informations jusqu'à la partie sud, en direction de Oulialpol. Et tout d'abord dans le village de Prilouki, donc qui se situe au nord de la ville de Oulialpol. On note ici une avancée des Russes qui ont sécurisé cette partie du terrain en direction de ce village. Village dans lequel une présence russe a été géolocalisée, plus précisément dans les fortifications à l'ouest de cette commune, où des combats rapprochés ont eu lieu dans des tranchées et des abris dans ce champ exactement. Et le lendemain, le 10 janvier, une position russe a été bombardée au nord-ouest de Prilouki. Donc ces informations ici ont permis d'étendre la zone grise qui était précédemment sous contrôle des Ukrainiens et de passer ce secteur sous contrôle des Russes. Et à l'est de ce secteur, des combats, plus précisément aux abords du village de Rivnopilia, 2 pièces d'artillerie russes ont été détruites. Tout d'abord ici un Gvozdika, c'est un canon automoteur, et ensuite un D-20, un obusier. Les deux ont été détruits par des drones kamikazes ukrainiens dans la même journée du 9 janvier. Donc ces pièces d'artillerie soutenaient donc l'attaque de l'infanterie russe sur Prilouki. On se déplace vers le sud, on note une légère avancée des Russes au nord-ouest de Oulialpol, mais mis à part cette information, pas d'autres modifications dans ce secteur. La ville de Oulialpol reste sous contrôle des Russes. Et voilà, donc pour cette partie donc, du front de Dnipro, où seulement dans la partie sud de ce front, des modifications ont été enregistrées ces 3 derniers jours. Nous arrivons maintenant sur le front de Zaporizhia. On va se porter dans le secteur du village de Biloria, qui à mon niveau reste dans la zone grise. À l'est de ce village, un drone terrestre russe qui avançait donc vers la zone grise a été ciblé et détruit par un drone kamikaze ukrainien. Et nous allons terminer avec la partie ouest du front de Zaporizhia, où les Russes lancent actuellement des attaques en direction du village de Lukanivsky, ici, ainsi que sur Primorsky, donc au nord-ouest. Et entre ces 2 attaques, le village de Snepnoirsk reste toujours disputé, puisqu'une position ukrainienne ici a été lourdement bombardée dans la journée d'hier dans ce quartier d'immeubles de grande hauteur. Donc il y a toujours une présence ukrainienne dans le village de Snepnoirsk, puisque l'artillerie
russe a bombardé ce village hier. Et la prise de ce village faciliterait les attaques russes en direction du nord et de l'est. Et dans ce secteur, un PRP-4 ukrainien. Alors un PRP-4, c'est un blindé de commandement qui est basé sur un châssis d'un BMP-1. C'est un matériel soviétique des années 80. Et celui-ci, qui a été dans l'armée ukrainienne, a été détruit le 10 janvier par 2 drones kamikazes russes. Et si on se dirige plus au nord de ces actuelles attaques russes, à la périphérie sud de la ville de Zaporizhia, dans ce quartier exactement, l'armée ukrainienne a commencé à évacuer des civils, comme vous pouvez le voir ici sur ces images. Évacuation qui fait suite donc à ces récentes attaques russes sur la partie ouest du front de Zaporizhia. Et ces civils qui ont été évacués se situent à une douzaine de kilomètres des éléments avancés russes sur le front donc de Zaporizhia. Ce qui veut donc dire que les Ukrainiens s'attendent à une attaque de plus grande ampleur sur cette partie du front. Donc voilà pour les informations essentielles le long de la ligne de front. Nous allons maintenant nous diriger en mer Caspienne, où des plateformes de forage russes ont été attaquées par des drones kamikazes ukrainiens. Alors c'est plus précisément ces trois plateformes qui ont été attaquées dans la journée du 11 janvier, avec des dégâts non négligeables sur ces 3 plateformes. Donc voilà pour les informations essentielles au 13 janvier 2026. Donc en résumé, la guerre en Ukraine a dépassé en termes de temps la guerre entre la Russie et l'Allemagne nazie de la Seconde Guerre mondiale. On observe un ralentissement relatif de l'armée russe le long de la ligne de front, mais les attaques continuent. Les géolocalisations de destruction de blindés ont diminué ces derniers jours, ce qui dénote une légère baisse de l'intensité des combats le long de la ligne de front. Et demain a lieu le nouvel an orthodoxe, ce qui pourrait expliquer cette baisse de l'intensité des combats ces derniers jours. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.